Bonjour à toutes et à tous dans notre podcast Au cœur du paddock. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous accueillons Sacha Lehmann, pilote français né en 2002. Sacha est un pilote d'endurance, il a roulé cette année en Le Mans Cup, mais il est aussi passé par d'autres catégories, mais du coup c'est à lui de vous le raconter. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour. Alors t'es arrivé en retard aujourd'hui. On nous a dit que c'était assez récurrent apparemment. Est-ce que ça t'a déjà posé problème dans ta carrière ? Merci Vincent. Alors oui, ça m'a déjà posé problème pour des réveils qui ne sont pas bien passés. C'est-à-dire que j'oublie par exemple d'enlever le ne pas déranger. Du coup, il n'y a plus de réveil, donc c'est un peu chiant. C'est-à-dire que c'était pas le but de base d'arriver en retard ou une envie. Mais ouais, j'arrive en retard des fois, mais de 3-4 minutes, enfin des trucs comme ça. Et voilà, ça m'a posé problème parce que ça peut passer pour un manque de sérieux, mais c'est juste qu'en fait, je prends aucune marge entre quand je dois partir et un potentiel problème, etc. et quand je dois arriver, quoi. Donc ouais, ça m'a posé des problèmes. T'as commencé le karting à 8 ans, mais t'as fait différents sports avant, du coup. Comment t'es venue cette passion du pilotage ? Mon père, simplement. Je l'avais déjà de base lorsque j'avais 5-6 ans, après avoir testé un karting avec lui. Je lui avais dit que je voulais en refaire, etc. mais j'avais pas l'âge pour. Et à l'âge de mes 6 ans, pendant les vacances d'été, je suis allé tester dans le sud un karting de location, j'ai adoré. Et après, je me suis dit, je veux faire que ça de ma vie. Bien sûr, la Formule 1 en premier, mais en fait, tout ce qui était à côté, le tennis, le judo, le foot, etc., en fait, c'était fait dépasser d'un coup, en ne serait-ce qu'une session de karting location de 10 minutes, par le sport auto en général, quoi. Ta première compète, du coup, c'était à Angéville. T'as eu un gros accident, apparemment. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, à Angéville, et effectivement, c'était pas super bien passé. Parce que voilà, ça m'a mis un peu direct dans le bain. On démarrait, je crois que c'était la pré-finale, et en fait, je me suis fait rentrer dedans juste en sortant du parc fermé. Et puis après, le kart s'arrêtait plus de tourner en rond. Je crois que j'ai fait peut-être un 720 avant de me faire cogner et en fait détruire le kart par un autre compétiteur. Donc le week-end s'est fini comme ça. Donc il y avait des petites douleurs à droite et à gauche, et en plus de ça, le kart était explosé à l'avant et sur le côté. Donc ouais, ça m'a laissé une première expérience assez négative. Et ça a eu des conséquences après ? Ça a pas du tout entaché à ta passion, quoi que ce soit ? Non, du tout. J'étais juste extrêmement énervé contre la personne qui l'avait faite. Cette erreur. Enfin, c'était même pas une erreur, c'était clairement de la stupidité. C'est-à-dire qu'il m'est rentré dedans en étant à fond alors qu'on était en train de chauffer les pneus. Et puis il l'a fait d'une telle force qu'en fait, mon kart s'arrêtait plus de tourner en rond parce que faire un 720, c'est pas anodin, c'est qu'il m'a tapé avec un gros delta de différence de vitesse. Donc ça m'a laissé effectivement une mauvaise expérience. Mais après, pour la deuxième course qui était aussi à Angéville, qui était cette fois-ci officielle, j'ai essayé de mettre ça de côté et puis voilà. Ok. En 2013, tu as dû arrêter la compétition pour te concentrer sur ta scolarité. C'est compliqué de allier scolarité et karting ? Oui, c'est compliqué. Vis-à-vis des cours, des fois on doit partir même le mercredi ou le jeudi. Parce que ça se déroule vraiment sur tout un week-end jusqu'au dimanche. Des fois, on arrive, on met la tente, etc. On sort le kart. Des fois, il faut aller même le chercher à l'atelier en amont, donc ça fait un déplacement en plus. Et vu qu'on n'avait déjà pas beaucoup de budget, on faisait à peu près tout nous-mêmes. On allait chercher le karting, on se déplaçait, j'avais mon coach et mon père et un ami de mon père, Emmett, quand mon coach n'était pas dispo, et puis on faisait tout ça, mais le problème c'est que c'était au coup de jours de cours, donc des contrôles de ratés, des leçons aussi, et donc quand on arrive après, on sait plus où on en est, quoi. Et ton école, du coup, ils ont rien dit par rapport à ça ? Non, ça s'est gâté par la suite quand j'arrivais au collège, mais ça s'est gâté vraiment quand j'ai repris les compétitions un peu plus tard, même si je pense que vous allez en parler. Et juste avant d'arriver au lycée, c'était vraiment compliqué pour eux de comprendre que j'étais en entraînement sur des circuits pour préparer à de la F4, alors que c'est une école vraiment matheux.
et il me faisait comprendre, voilà, c'est l'école ou nous. Et je leur ai dit, il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat, je vais me barrer. Donc voilà. Ok. Du coup, comme tu as dit, après, tu es allé en F4 parce qu'en 2016, ton père il s'est rendu compte que ta passion continuait. Donc, il a signé avec Signatech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça t'a apporté? Déjà, ça m'a fait tout bizarre parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte, mais je crois que c'était Philippe Sino qui avait jeté un œil à ce que je faisais sur le simulateur. Donc le patron d'Alpine en endurance. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc ouais, il était impressionné par ce que je faisais sur le simulateur alors que j'avais que 14-15 ans. Le problème, c'est que c'est pas répété le lendemain parce que c'était mon premier roulage de ma vie en monoplace. J'avais pas de bouchon d'oreille, donc j'avais des maux de tête qui étaient assez élevés. J'étais pas préparé physiquement, donc mes avant-bras, c'était vraiment une catastrophe. Et ouais, c'était complètement différent du simulateur dans lequel j'étais en fait depuis des années en pensant que voilà, c'était la réalité, etc. Mais non, ça n'avait rien à voir. Les pneus froids dans le simulateur, on les a pas. En tout cas, à l'époque, on les avait pas. La chauffe des pneus, du coup, avec la dégradation, c'était pas aussi élevé que ce qu'il y avait en vrai. Donc, en fait, c'était tout nouveau et ça s'était pas super bien passé, pour être très honnête. Il y avait que la partie simu qui était vraiment ultra bonne, mais sinon, le reste, c'était vraiment assez faible. En 2017, tu as eu plusieurs entraînements avec CD Sport. Comment tu as pris contact avec eux et en quoi l'équipe elle t'a aidé à progresser? Alors CD Sport, je crois que c'est mon père qui a fait la découverte de cette équipe sur internet. Il avait vu des vidéos YouTube à droite et à gauche et j'ai fait quelques tests avec eux. Dès les premiers tests, je voyais que c'était déjà mieux que ce que j'avais fait avec Signatech parce que j'étais déjà beaucoup plus préparé physiquement. Mais j'ai mis du temps à vraiment comprendre comment la voiture fonctionnait parce que je roulais énormément avec des pneus extrêmement dégradés parce que c'est des gens qui viennent faire des roulages en plaisir avec une entreprise, donc c'est des team building, etc. Et je roulais avec ces gens-là. Donc le problème, c'est que forcément, on va pas avoir une voiture qui est tip top en termes de performance. Et à l'époque, c'était des vieilles 2.0 qui dataient, je crois, de 2003 ou quelque chose comme ça. Donc elles avaient mon âge, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'était assez compliqué, mais j'ai appris le freinage dégressif. Doubler au bon endroit parce que aussi d'anticiper ce que les autres vont pouvoir faire, même si les autres étaient très longs, on pouvait anticiper à quel endroit ils pouvaient être longs ou non. Et oui, de simplement rouler avec des pneus extrêmement dégradés, ça m'a aidé dans toute ma carrière jusqu'ici parce que j'ai toujours trouvé que j'avais vraiment un supplément en performance à ce moment-là de la course parce que j'ai pas l'habitude de rouler avec des pneus neufs parce qu'on n'a tout simplement pas l'argent pour en acheter et en fait je prenais toujours les pneus les plus usés possibles et je roulais avec et puis j'essayais d'en extraire le maximum possible, quoi. Ok. Et c'est aussi cette année-là que tu as commencé la préparation mentale. Qu'est-ce que tu fais pendant une session classique de préparation mentale? Alors je peux pas tout raconter parce que c'est le domaine du privé, c'est à Troner Perform. Mais oui, on travaille tout ce qui est cognitif, champ de vision, performance sous pression, etc. Pour citer que ça. Et il y a aussi du réflexe, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait j'étais pas préparé à ça avant en karting. C'était vraiment quelque chose que je négligeais un tout petit peu quand même. Je savais même pas vraiment que ça existait, donc j'avais même pas fait attention à ça. Et à la suite de vraiment mon premier test avec eux de une semaine, au début, la personne qui gérait le centre ne voulait pas me garder parce que j'avais tellement des lacunes, surtout sur la concentration, etc., que c'était une catastrophe. Et quand je suis revenu la deuxième fois, ça avait totalement changé. Il m'a dit que j'étais une autre personne parce que tout simplement, j'étais pas habitué avant à ce genre de travail. Donc l'instant que je m'y habitue, ça m'a pris quelques mois, pour comprendre comment ça marchait et aussi de travailler à la maison. Ça m'a permis aussi de comprendre comment travailler physiquement correctement, entretenir son corps, manger correctement. Ça m'a permis de perdre, je crois en tout 16 kilos. Donc avec un régime aussi qui était assez drastique qu'ils m'ont fait faire.
Mais voilà, il fallait, parce qu'avant la F4, pour être préparé vraiment au championnat que j'allais avoir, il fallait se mettre dans les meilleures conditions, tout donner et être au minimum en dessous du poids réglementaire pour pas avoir de surplus en termes de poids, parce que les autres pilotes étaient assez petits en plus. Donc il y avait des pilotes qui faisaient 50 et quelques kilos, pendant que moi j'en faisais 70 quasiment. Donc c'était assez, en termes de différence de poids, c'est assez énorme. Et du coup, tu as vu une différence dans ton pilotage après avoir commencé la préparation mentale? Ça fait un gros changement? Oui, très très gros. Parce que entre rien et vraiment avoir des lacunes sur quasiment tout et se préparer mentalement sur la manière dont on aborde un meeting, la manière dont on aborde une course, une qualification, même des essais libres, ou la manière dont on se place dans un trafic. Voilà, en fait, la différence entre rien et avoir tout ça en tête, elle est énorme parce qu'on a déjà beaucoup moins d'énergie de dépenser sur le stress qu'on peut avoir. En fait, on n'est pas préparé à ça. Donc, la visualisation, ça peut aider sur préparer son cerveau à en fait faire l'action à venir. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour tout ça, déjà, je suis très reconnaissant de Rodin Performance. En plus, c'est super intéressant parce qu'on a vu des études que quand on imagine simplement l'action, c'est comme si on la faisait en vrai pour le cerveau. Donc, ouais, exactement. Donc, c'est déjà une préparation énorme pour le cerveau. Tu as fait le lien après, du coup, avec ton année suivante où tu as participé à la F4 France. Ça a été une année apparemment assez compliquée pour toi cette année-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Cette année-là, en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde en termes de compétition. Il y avait du Théo Pourchère, Arthur Leclerc, Caillou Collet, Adam Eteki, Hugo Deville, Ulysse Depot, Richard de Gérus. Je crois que la moitié des personnes que j'ai citées, ils ont déjà fait les 24 heures du Mans. Donc en l'espace de 7 ans, ces gens-là, voilà, c'était des gens qui, en termes de niveau, étaient déjà assez élevés, mais ça s'est encore accentué. Et oui, c'était déjà des cadors à l'époque, on savait qu'ils allaient aller loin. Et d'arriver comme ça, d'avoir aucune expérience contre eux, à part Adam Eteki, avec qui j'ai été en karting. C'était très très bizarre parce que en fait je revenais de karting, 4 ans, 50 pauses à une compétition où en fait il y a le niveau international, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment très très compliqué pour moi de m'adapter et pendant les tests de pré-saison ça allait encore. Et puis arrivé à la première manche, j'ai eu des problèmes et ça a vraiment joué dans ma tête parce que je voyais que 2 courses sur les 3, je suis obligé d'abandonner pour le même problème et ça m'avait frustré parce que j'avais vu les problèmes et j'avais prévenu il y avait des alarmes sur le volant, etc. Et en fait, ça m'était monté au cerveau. Et puis à Pau, cap d'accélérateur qui casse en qualif, donc premier tour ça casse, je démarre dernier ou avant-dernier et voilà, mon meeting est fini parce que c'est un circuit de ville. Donc pareil, j'étais ultra triste. Ensuite, je crois que c'était Spa, si je dis pas de bêtises. Ça s'était pas bien passé parce qu'en test de pré-saison, juste avant la saison, je me blesse là-bas. Je passe sous un mur parce que je roulais sous la neige. Et donc j'en avais pas gardé un bon souvenir et vu que le meeting s'est passé la plupart du temps sous la pluie à part pour les courses, en amont, qualif, etc., j'avais encore en tête ce qui s'était passé. Et puis au final, oui, ça avait joué beaucoup sur ma tête. Et bizarrement, c'est à la suite de la perte d'un proche pendant l'été à Magny-Cours que je fais mon meilleur résultat, où je fais, je crois, 6e sur 1 ou 2 courses. Et c'était vraiment ma meilleure performance. Je démarrais 2e en course 2 aussi, avec la grille inversée, mais j'aime bien dire que je démarrais 2e. C'est important quand même. Voilà. Et je crois qu'après c'était le Castellet. Le Castellet, pareil, j'ai des problèmes avec la caisse tout le week-end. J'avais un problème, je crois que c'était l'amortisseur je crois que c'était l'amortisseur arrière qui était cassé ou trop usé. Ouais. Et du coup, au frein, ça freinait plus, quoi. C'est à chaque fois, une fois ça freinait moyennement et puis une fois ça freinait pas du tout et ça faisait tout droit dans l'échappatoire. Donc, ils n'ont pas pu réparer le problème du week-end. Il y a même, je crois, 1 ou 2 courses où j'ai dû abandonner. Donc, c'était vraiment une année super compliquée parce que j'essayais de progresser dans mon coin, mais j'avais l'impression que j'étais pas aidé par les problèmes techniques à côté de ça. Donc, voilà. Et même Jerez, là c'était vraiment du manque de rythme. Je crois que c'était pendant l'été aussi.
et il faisait chaud, etc. Il y avait aussi des voitures qui avaient beaucoup d'alarmes et j'étais obligé de refroidir. J'avais l'impression d'être en endurance en fait. Ouais. C'était une course de 20 minutes et il y avait des alarmes toutes les 2 secondes et j'avais l'impression de devoir m'enlever de l'aspiration et au freiner en dehors de la trajectoire pour essayer d'empêcher de mettre la voiture en sécurité et d'abandonner parce que voilà quoi. Ouais, en fait, c'est que les voitures, du coup, dans ce championnat, elles sont juste données comme ça au hasard, donc c'est même pas forcément. Elles sont données au hasard, oui, mais elles sont entretenues, voilà, par des mécaniciens, etc. Ah oui, donc, et elles sont censées, voilà, être entretenues de la même manière pour tous, donc. Ouais. Là, c'est de la malchance, hein. Beaucoup. J'aime pas dire malchance, parce que je trouve que ce mot n'existe pas vraiment. Je pense que la chance, ça se crée, mais la malchance, c'est dans l'esprit aussi. C'est en pensant négatif qu'on l'attire. Du coup, ça t'a pas empêché après d'avoir envie de continuer, parce que t'as continué avec l'Ultimate Cup Series l'année suivante avec l'Amour Racing. Donc, pour ton premier meeting, tu fais 2 pole positions et 2 deuxièmes places, ce qui est quand même énorme. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de courses dans un week-end d'Ultimate Cup. Oui, il y avait 3 courses par meeting. Je crois qu'on avait 6 ou 7 meetings. Et ouais, mon premier meeting, je crois que j'étais en train de faire un grand chelem en termes de résultats. Je crois que je faisais premier de toutes les séances d'essais libres. Face à quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience, hein, et même aujourd'hui, il est dans des catégories un peu plus hautes, en Lamborghini Super Trofeo. C'était à Moribond-Duel, il s'appelait. Ouais. Et tout le meeting, j'étais devant. Je crois que je fais la pole pour 4 dixièmes et même la deuxième pole, parce que je crois que c'était le deuxième meilleur tour qu'on prenait en compte pour la pole, numéro 2. Et je fais la pole des 2 qualifs. Et puis en course, en fait toute l'année, j'ai été pris par des problèmes au départ. J'étais persuadé que c'était de ma faute, mais en fait non, parce que j'avais un frein qui était rouillé. Un embrayage qui était rouillé, rien à voir. En fait, j'étais persuadé que c'était moi qui était mauvais au départ, donc j'avais cette réputation de pas être bon au départ. Mais en fait, j'étais obligé de récupérer les erreurs du départ pendant toute la course et je gagnais jamais à la fin. C'est-à-dire que je finissais 2e, 3e. Et à Dijon, j'ai eu un tel problème au départ que j'ai perdu, je crois, 24-40 secondes et je suis remonté et j'ai fini à même pas un dixième du premier et je savais même pas que c'était le dernier tour tellement j'étais à fond dans ce que je faisais. Je crois que j'avais fait mieux que le temps de la pole en course. Bon. Donc j'étais assez fier de ça aussi et ouais, c'était la première fois où je m'étais senti vraiment aussi fort et que je sentais que voilà, je pouvais aller chercher les victoires. Et la preuve, la course d'après, je gagne dans le dernier virage du dernier tour. Après, du coup, encore un problème au départ. Et là a débuté une série de, je sais plus, 5 victoires, quelque chose comme ça pendant l'année avec je sais plus combien de podiums, si on a eu 13 ou je me rappelle plus. 13, voilà. J'avais 13 en tête et voilà. Et je finis 2e au championnat et c'était vraiment une année où ça m'a donné confiance et ça m'a montré que je faisais pas ça en vain et que j'étais capable de monter dans les catégories supérieures et ça m'a vraiment boosté pour la suite. Ok. D'après toi, c'est à cause de ces problèmes en début d'année sur la voiture que tu rates le titre ? En fait, ça m'a suivi toute la saison, donc je pense que oui, je rate le titre clairement parce que j'avais pas l'embrayage pour m'aider au départ déjà et c'est même pas une excuse en fait. Au début j'étais persuadé que j'avais vraiment un problème sur les départs et que c'était moi qui relâchais mal. Il y avait une part de vrai mais il y avait surtout une énorme part de j'ai un embrayage rouillé donc ça aide pas pour faire les départs. J'avais même fait un test pendant l'été à Valence où sorti des stands j'avais mon patron donc Laurent Lamolinari qui m'attendait et qui me faisait en fait le départ lui-même à la main et qui me faisait démarrer et je devais en faire je crois peut-être une dizaine ou une vingtaine et sur toute une séance ça te prend peut-être 30 minutes à faire parce que l'instant que tu fasses le tour, tu reviennes, tu fasses ta procédure, tu chauffes les pneus, etc. Tu fais comme si tu allais faire un départ et puis en fait tu démarres et j'ai fait ça vraiment 10-20 fois et puis on voyait que ça allait et que j'optimisais au mieux mais j'étais pas au courant que par la suite on me l'a dit après la saison que l'embrayage en fait vu que la voiture qu'on avait pour cette saison elle avait que 500 km, mais elle avait été stockée dans un garage où c'était un peu humide et que du coup les conditions n'étaient pas parfaites pour qu'elle soit bien entretenue. Tout simplement, c'était la seule pièce qui était un peu endommagée, qui avait un peu rouillé dû à l'entretien fait pendant peut-être 1 ou 2 ans où elle était gardée dans un garage, quoi. Donc voilà.
En 2020, il y a un peu un abandon du rêve Formule 1. Tu passes sur l'endurance. Ça a été dur de le mettre de côté ou est-ce que au final l'objectif endurance il a pris le dessus et c'était pas si grave? Bah, déjà, je l'ai compris en fin de saison 2019 que ça allait pas le faire, parce que mon père m'a fait comprendre que, voilà, malgré le fait que j'avais des offres à droite et à gauche pour rouler, que ce soit en Euroformula, voire même si je le voulais enfin, c'était pas Freca encore à l'époque, j'ai un doute. C'était encore la Formule régionale, ouais. Et ouais, tout simplement, j'ai vu les prix, je crois, voilà, parce que j'ai pas peur de dire les prix. À l'époque, c'était déjà 600 000 euros. On m'avait proposé de faire un test dans une équipe qui était pas mauvaise. Je crois que c'était en Irlande ou en Angleterre sur un circuit de mi-rallycross la moitié du temps. C'était n'importe quoi. Et je crois que la journée, c'était genre 12 ou 20 000 euros. Ça avait pas de sens. On avait 3 trains de pneus. Enfin, c'était vraiment la journée, il me demandait de venir 3 jours, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai dit non directement et c'est à ce moment-là que j'ai compris, mais en fait je vais pas pouvoir le faire parce qu'on a absolument pas, on n'a même pas un tiers de ce budget-là. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un championnat pareil où je vais pouvoir faire que 2 courses et après ce sera fini, quoi. Donc ça avait pas de sens pour moi, même si c'était des voitures que j'adorais parce que c'était des châssis Dallara et j'avais entendu que du bien de ces châssis-là depuis 2018 quand je les ai vu rouler avec Mick Schumacher à Pau. Donc j'avais hâte de les rouler et puis au final on m'a dit voilà les prix c'est ça, et j'ai dit on peut pas suivre, quoi. Donc il va falloir que je trouve une alternative. On a essayé la Freca, c'était beaucoup trop cher, on était déjà à plus de 400-500 000 euros et j'ai dû me tourner vers l'endurance parce que on partage entre guillemets le prix du roulage à deux. Même si on roule moins et entre guillemets c'est même pas si vrai que ça parce que on roule énormément pendant un meeting et on roule quasiment autant à deux, enfin séparé en deux un meeting seul de monoplace. Donc c'est pas dégueu en termes de qualité-prix et même si c'est des catégories qui peuvent être inférieures et qui vont pas t'amener à la Formule 1, ça te permet de rester dans l'objectif de devenir pro en sport auto et du coup moi à ce moment-là j'ai switché mon attention vers la 24 heures du Mans qui était toujours une idée pour moi secondaire mais qui était là derrière la Formule 1 et qui me faisait rêver aussi depuis que j'étais petit, quoi. Ok. Et donc après tu rejoins la filière Endurance Prototype au Mans, fondée par Jean-Bernard Bouvet. Aux côtés de pilotes qui roulent encore actuellement comme Mathis Poulet. Et c'est quoi le but de cette filière et en quoi elle t'a été bénéfique? Alors de base, j'ai rejoint la filière déjà pour m'aider à faire cette transition monoplace endurance. Je voulais déjà qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne avec une connaissance assez accrue de la catégorie ou de ce monde en général. Donc Jean-Bernard Bouvet était la personne parfaite. J'avais côtoyé depuis 2019 et c'était mon père qui avait fait la présentation avec lui et j'avais parlé quelques fois avec lui. Il m'avait déjà parlé de ce projet-là et j'étais pas très intéressé au début parce que j'étais pas persuadé de switcher en endurance directement à la fin de l'année. Je pensais encore que c'était possible de rester en monoplace, ce qui n'était pas le cas au final. Et j'ai rejoint du coup tout début de saison. Je crois que c'était juste après la cérémonie de fin d'année de l'Ultimate Cup. Le soir même, en fait, il m'amène au Mans. Et le lendemain, j'avais les premiers cours à 8-9 heures du matin. Et directement, en fait, j'ai senti, c'était comme une famille avec le coach sportif Nandine Calais avec lequel je parle toujours aujourd'hui. Il y avait Ethan Bernard, Mathieu Martins, Ewen Hachez et du coup Mathis Poulet. Et on était donc ce groupe de pilotes a débuté la première année et il y avait aussi dans le coin de ma tête si je fais pas des études parce que c'était ma dernière année de cours, 2020 je passais le bac, si je faisais pas d'études derrière, au moins il y avait la possibilité d'avoir un diplôme avec eux parce qu'il y avait comme objectif pour eux de faire un diplôme reconnu par l'État. Donc comme ça faisait un peu chier mes parents, désolé du mauvais mot mais c'était vrai. Et c'était sur 3 ans donc je me fixais ces 3 ans avec eux de formation, de comment devenir un pilote automobile pro. Et simplement, en fait, j'avais l'impression déjà rien qu'en arrivant d'avoir un peu d'avance sur tous les autres, et c'était la vérité, parce que je pense que j'étais le plus expérimenté, peut-être le plus vieux, j'ai un doute. Et au final, j'avais l'impression d'être un peu, pas un mentor, mais
mais d'avoir un peu voilà, plus d'expérience que les autres et d'en donner voilà, un peu aux autres. Il fallait que je me forme moi aussi, parce que j'étais pas encore majeur et j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais j'avais l'impression d'avoir un peu ce rôle-là vis-à-vis d'eux. Et j'aimais bien ce rôle-là, donc sur les 2 années qui ont suivi, j'ai bien aimé le faire. Et malheureusement, ils sont arrêtés, je crois, l'année d'après où je suis parti. Je sais plus si c'était pas 2022 du coup, j'ai un doute. Ou début 2023, et puis en fait voilà, c'est terminé là. Je suis toujours en contact avec Jean-Bernard Bouvet, je lui écrivais encore hier, mais voilà, malheureusement le projet s'est arrêté. C'était un projet qui était assez intéressant parce qu'il était connu au Mans. Une fois je me suis fait arrêter dans le tram par des contrôleurs et ils ont reconnu, donc c'est que c'était un minimum connu au Mans. Donc voilà, ouais, c'était une belle expérience, ça m'a permis vraiment de me forger une expérience aussi grâce à eux et à Jean-Bernard Bouvet en endurance, en JSP4 ou en LMP3. Donc voilà, sans lui probablement que j'aurais pas pu rouler dans ces catégories-là. Et tu dis que c'est comme une famille, c'est important les relations dans ce milieu-là pour performer? Bah déjà vis-à-vis de l'écurie dans laquelle on roule. Si on roule dans une écurie où il n'y en a pas un qui se parle, il n'y a pas de communication, bah ça marche pas en fait. C'est-à-dire que même en termes d'environnement de travail, les mécanos vont se sentir un peu, vont faire un peu acte de présence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ambiance, même avec le team manager, qu'il peut y avoir des brouilles, des insultes, etc. Parce que on ne sait jamais, hein, peut-être que voilà, il y a des brouilles en interne avant même d'arriver dans une écurie. S'il y a tout ça, tout simplement, voilà, ça peut pas bien fonctionner. Il n'y a pas un bon environnement et c'est comme dans une entreprise. Voilà, le meilleur spirit on a et le mieux on travaille, quoi. Donc, et le plus efficacement aussi. Du coup, grâce à la filière endurance, tu as participé à une course de Ligier en 2020 avec M-Racing. Tu as fait 2 pôles et 2 deuxièmes places. En quoi ça t'a aidé par la suite dans ta carrière ? Bah, c'était mon 2e roulage avec la voiture. Je crois que j'avais testé une première fois la Ligier, donc c'était à Magny-Cours, la JSP4 et la LMP3. C'était 2 voitures complètement différentes parce que moi de base je voulais vraiment passer directement en LMP3. J'étais persuadé d'avoir assez de niveau pour le faire, mais on m'a fait comprendre voilà, que pour la filière c'était mieux de aussi démarrer voilà, de la JSP4 pour qu'on démarre tous un peu au même pied des stalles et qu'après on monte dans les catégories. Et ouais, je devais avoir un pilote bronze qui n'est pas arrivé, donc j'ai fait qu'une seule course qui m'a coûté vraiment extrêmement cher déjà être toute seule. Je devais faire celle du Castellet et à cause d'un problème vis-à-vis de la licence, etc. Enfin, il y avait un problème en interne, ça n'a pas pu se faire. Mais j'étais venu sur le circuit et j'ai pas pu rouler, donc c'était assez frustrant de les voir rouler et pas moi. Ça m'a aidé parce que tout simplement ça m'a déjà forgé une expérience en endurance. J'étais censé faire 2 meetings. Le premier meeting, à cause d'un problème avec la licence ou en interne, j'ai pas pu rouler, donc c'était assez frustrant. Et puis le deuxième meeting qui m'a coûté aussi lui pas mal cher. J'avais pas de pilote bronze, j'ai roulé tout seul. Et puis je crois que sur le circuit en arrivant, il y avait une équipe anglaise qui avait des problèmes juridiques vis-à-vis du pays. Enfin, je sais plus ce que c'était exactement, mais ils devaient rentrer au pays puisqu'il y avait l'Angleterre qui avait instauré un truc vis-à-vis du Covid et ils devaient être là-bas dans les 3 jours. Donc ils sont arrivés, ils sont restés même pas 1 heure et ils sont repartis en Angleterre en camion. Donc on s'est retrouvés avec genre 3 voitures sur le meeting et je fais la pole devant un gentleman driver et l'autre c'était quelqu'un qui roulait toute l'année et qui avait, je sais plus s'il gagne le championnat ou s'il fait 2e, mais il faisait toute la saison, donc il connaissait déjà bien la voiture. Et je fais double pole avec 1 seconde d'avance et en course, en arrivant en course, la voiture complètement différente. Donc comme j'aime l'appeler, c'était un peu une savonnette. Voilà, la voiture arrivait en course, donc l'avant et l'arrière étaient ultra compliqués à gérer. Et ouais, tout simplement, bon, ça m'a aidé, voilà, à me forger une expérience. J'avais une voiture un peu instable, mais c'était très désagréable parce que de passer toute sa course à bloquer alors qu'il y a 1 heure de course et qu'on doit garder le même train de pneus pendant toute cette course-là, voilà, c'est pas évident. Donc je devais principalement me faire doubler dans la ligne droite de Kemmel et sauter sur lui au frein et garder la place pendant tout le reste du tour, mais sinon je pouvais absolument pas
mettre un gap avec la voiture de derrière, je pouvais pas avoir de rythme parce que la voiture simplement ne me permettait pas. Donc voilà, j'étais plus dans les rétros à essayer de faire un peu la poucave vis-à-vis pour la direction de course en disant qu'ils faisaient des track limits parce que je regardais à chaque sortie de virage, voilà, dans le virage de No Name après Bruxelles, dans le gauche, je regardais à chaque fois parce qu'ils nous avaient bien dit en briefing, vous restez dans les limites, sinon il y a pénalité. Donc là, quand je voyais qu'ils sortaient à chaque tour et qu'il n'y avait aucune pénalité, aucun avertissement, bah, je leur disais, reportez-le à la direction de course. Genre, j'en peux plus, je le vois tout le temps le faire. Donc j'en avais marre de le voir être capable de sortir de la piste et prendre avoir un bon run en sortie de virage sur moi et en fait ne rien pouvoir faire, qui se fasse pas pénaliser. C'était un peu du somme, hein, clairement, parce que j'essayais de garder ma première place, mais voilà, t'essayes de maximiser le plus que possible et si tu peux essayer de lui donner une petite pénalité parce que bah il l'a mérité entre guillemets parce qu'il a pas respecté les règles, bah t'essayes quoi. Donc voilà, on m'a appris après à pas trop parler à la radio parce que bah en fait à chaque fois qu'il y en avait une, je faisais le travail de la direction de course, j'étais là à faire là il y en a eu un, là il y en a eu un, là il y en a eu un, et j'étais plus focus sur lui et à essayer de le bloquer et à regarder mes rétros que d'essayer de vraiment maximiser ce que j'avais entre les mains. Mais je pense pas que je pouvais faire beaucoup mieux, donc j'étais pas mécontent du meeting, mais j'étais mécontent de la manière dont ça s'était terminé, parce que en qualif j'avais un problème qui était mineur sur la balance de la voiture, où je crois que j'avais un tout petit peu de souture, et puis arrivé le lendemain, en fait j'avais les deux, parce que il y avait quelqu'un qui avait tenté quelque chose sur la voiture sans me le dire, et puis bah c'était absolument pas ce que j'avais demandé, donc voilà. En 2021 et 2023, c'était des années compliquées. Apparemment, tes coéquipiers t'ont pas aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, 2021, c'était une année compliquée. Donc premier meeting, j'avais signé assez tôt dans la saison pour choisir mon pilote bronze, mais on arrive au premier meeting, j'en avais pas. Donc c'était le team manager qui a pris le relais. En course, après 2-3 problèmes où j'ai dû bloquer des gens dû à un problème radio, au fait que les drapeaux bleus n'étaient pas mis au bon moment pour moi, donc je pouvais pas les voir parce qu'ils étaient mis au moment où j'arrivais juste à côté d'eux. Bah, je n'avais aucune information sur ce que je devais faire, donc simplement j'ai gardé 8 tours derrière moi, quelqu'un qui était beaucoup plus vite avec un problème moteur et de suspension. J'ai réussi à le garder dans 8 tours. Le problème c'est que j'étais à un tour, donc ça m'a coûté une pénalité et on m'avait expliqué donc avant l'arrêt que j'étais potentiellement premier en ressortant, et vu que derrière cet écart j'étais deuxième, je me suis dit je suis deuxième, et c'était pas le cas. Donc sans information, j'ai pas pu faire mieux que ce que j'ai fait, et au final on finit à un tour 22e ou 16e, je sais plus exactement, mais hors des points. Deuxième meeting, je crois que c'est le Castellet. Le Castellet, je crois qu'on fait quasiment les points. On fait 11e et le rythme n'était pas trop là du week-end, mais j'avais un nouveau coéquipier, c'était Mathias Luten, qui était arrivé, et puis le problème c'est qu'en course, je crois, il touche quelqu'un ou il spin, et j'arrive à remonter la voiture 11e, et voilà, je revenais de trop loin et je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Et au Mans, c'était mon premier Road to Le Mans. On démarre 8e à la première course, je fais le départ, je remonte 4e. Et là est arrivé un moment où c'était vraiment ultra important de piter le plus tôt possible, parce que celui qui pite, et en plus sous safety car, comme on l'était, le premier qui pite, il a gagné. C'est vraiment... le problème, c'est que forcément le bronze était dans le deuxième stint, donc logiquement il allait se faire doubler par ceux qui étaient avec des pilotes silver pour le deuxième. Mais on allait ressortir premier si je m'arrêtais. Le problème, c'est que ma radio, encore une fois, ne fonctionnait pas. Et j'ai eu l'information de pit au moment où j'arrivais sorti du dernier virage, qui était déjà trop tard, c'était 2 ou 3 virages trop loin. Et toutes les personnes derrière moi ont pit. Et ces personnes-là ont fini sur le podium, voire gagné la course. Donc j'avais vraiment un seum mais exceptionnel dans la voiture. Pendant tout le tour, j'avais envie de pleurer, j'en pouvais plus parce que je savais ce qui venait de se passer. Et je pensais que c'était la faute de l'équipe ou de la radio, parce que pendant tout le tour, ils m'ont demandé où j'en étais, parce qu'on essayait de timer vis-à-vis du temps minimum de roulage par pilote, qui était de 21-22 minutes, quelque chose comme ça, qui était à peu près en fait la moitié de la course. Et tout simplement, voilà, j'ai pas pu le piter au bon moment, pas pu être le premier à piter. Et si ça avait été le cas, on aurait pu faire au moins un top 10. Et le problème, c'est qu'on finit, je crois, 22e, ultra loin.
parce que je dois piter sous safety car, mais un tour trop tard pendant que les autres m'ont déjà récupéré tout leur temps en sortant des stands, en roulant à fond en plus, donc ils avaient les pneus chauds. Et voilà, donc tout simplement la première course était ratée et la deuxième, je remonte je crois de la 8e à la 6e place ou 5e place et j'étais très content de ce que j'avais fait puisque j'avais évité déjà un énorme crash avec quelqu'un sorti DS du karting dans le droit de gauche à fond où j'ai décollé parce qu'il y a un gentleman driver qui m'a poussé en dehors de la piste, mais j'avais anticipé le truc parce que sinon c'est lui que je tuais. Et j'ai préféré sauter et en sautant en fait ça faisait comme un film, hein. C'est vraiment j'ai sauté à 218 km/h où il y avait de l'herbe et un tarmac puis de l'herbe, mais le problème c'est que ça a fait un saut et quand je suis retombé ça a cassé l'arrière de la caisse, mais j'avais gardé juste assez de rythme pour tout simplement garder ma 6e place parce qu'il y avait une pénalité aussi devant. Et après course on a appris que mon coéquipier avait doublé sous slow zone. Et on prend une pénalité qui nous fait nous mettre 11e, donc juste en dehors des points encore une fois, parce qu'il prend 30 secondes et je crois qu'il suffisait qu'on ait genre 20 secondes de pénal pour finir genre 8 ou 9, mais pour 2 ou 3 secondes près, on finit 11e parce que il a pris sa pénal et qu'en plus de ça, il voulait pas l'assumer. Donc voilà, après il y a eu Monza qui était catastrophique, puisque je pense que c'est un des plus gros crashs de l'histoire de la Le Mans Cup que mon coéquipier a fait. Après genre 5 minutes de course où j'étais en train de m'échauffer pour rentrer dans la voiture, il a essayé d'éviter un crash mais en restant à fond. Et il a explosé la caisse, le châssis, tout. Et si on peut la retrouver sur internet, hein, si vous tapez Monza crash Le Mans Cup 2021, elle a plus de 10 000 vues. J'ai même regardé une compilation en fin d'année de crash et je crois qu'elle était 4e de tous les crashs de motosport confondus pendant l'année, donc j'étais assez fier. C'est la seule fois où on était aussi haut dans le classement. Le problème c'est que c'est bien pour moi, j'étais pas dans la voiture donc je paye pas la réparation, mais ouais, c'est de le voir se crasher de cette manière là. Premièrement j'ai cru qu'il était mort parce que ça a tapé en plus côté pilote pleine balle. Et puis simplement je me suis dit la voiture déjà elle est morte vraiment, même après avoir fait deuxième, je crois que j'avais fait deuxième en essai libre 2, donc en termes de rythme j'étais pas mal, mais en qualif on a un problème, on démarre derrière et puis quand il a démarré derrière il s'est retrouvé avec les gens qui étaient un peu moins vite que lui et il y a eu un crash devant lui qu'il n'a pas su éviter et voilà. Donc on a eu un nouveau châssis, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai inversé Monza et Le Mans, parce que c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Spa, en qualif il la met dans le mur, en essai il la met dans le mur, commotion cérébrale, il doit abandonner le week-end. Alors que je lui avais dit de ne pas prendre le raidillon à fond, et que c'était ultra dangereux. Je l'ai pris une fois à fond, je lui ai dit je le ferai plus jamais. Je l'avais fait mais c'était complètement con de ma part, ça servait à rien parce qu'on gagnait 20 millièmes à le faire ou même pas 50 millièmes, donc je lui ai dit c'est aucun intérêt. Et je lui ai dit juste ne brusque pas la caisse dans son assiette, ne fais pas de frein en plein milieu, ne lâche pas d'accès brusquement, surtout dans le raidillon parce que la piste est extrêmement bosselée et c'était une année où il y avait beaucoup d'incidents et de crash parce que la piste était honnêtement impraticable. Ouais. Donc pour Spa, mon coéquipier la met dans le mur en essai libre 1 ou 2. Commotion cérébrale, il doit abandonner le week-end. Il a quasiment fait un châssis aussi. Il doit être remplacé du coup par Julien Gerby qui avait fait la course de Barcelone avec moi. Et Julien n'avait pas fait de course, n'avait pas roulé tout simplement à Spa depuis 10 ans. Donc la piste était déjà un peu différente à l'époque. Et il fait je crois 16 ou 12 en qualif, je sais plus exactement. Il démarre assez loin et puis il remonte fin de premier stint 8e. Et puis j'étais dans les points, je sentais que la voiture elle devenait de plus en plus instable, je comprenais pas pourquoi. Et puis en fait d'un coup je me suis retrouvé sur 3 roues parce que j'ai le bel rocker à l'arrière, enfin le rocker qui a cassé à l'arrière droit et donc je me suis retrouvé littéralement comme ça pendant tout un tour, ce qu'il a bien sûr décidé de casser, sorti du dernier virage. Donc j'ai dû faire tout le tour sur 3 roues et donc voilà, j'ai fait tout le tour sur 3 roues, j'ai essayé de rentrer le plus vite possible. Je suis rentré pile à la bonne vitesse. Vraiment j'ai fait le max possible pour rentrer le plus vite, sans casser la voiture, en tout cas le plus possible, éviter de casser la voiture. Parce que vraiment j'ai ramené les pneus, je pense qu'ils étaient sur le point d'exploser.
surtout l'arrière droit du coup parce que j'étais totalement dessus. Et en fait on m'a expliqué c'est mort, c'est fini, tu peux sortir. Donc je me suis dit super, la course est morte. Et en fait on a appris que toutes les pièces avaient été changées, que la seule pièce qui était susceptible de casser et qui était considérée comme correcte, je crois que c'était Eureka ou Ligier qui était venu vérifier, c'est celle qui a cassé. Et du coup voilà, ça nous a coûté une course et des points parce qu'on était dans les points et qu'on avait un rythme qui était plutôt pas mal. J'avais déjà dépassé 2-3 personnes sur les freins parce que je me sentais à l'aise. Et voilà, puis après la dernière course à Portimao, donc j'ai un autre coéquipier encore. Et ce coéquipier était plutôt vite, il était à domicile donc il connaissait bien le circuit. Et d'ailleurs je crois qu'il gagne le championnat de LMS si je dis pas de bêtises l'année dernière, pas cette année mais l'année dernière. Cristobao il s'appelait. Et puis au final il arrive en qualif, on avait le rythme pour être premier ou deuxième. Je crois qu'il fait 3 ou 4, mais avec un incident en qualif où honnêtement je crois qu'il n'était pas si responsable que ça, mais il répondait plus à en fait une manœuvre débile de la voiture qui était devant, qui avait fait qui l'avait bloqué, qui était resté milieu de trage ou sur la ligne, un peu fait exprès d'ailleurs je trouvais. Et ils sont juste entrechoqués les roues. Et puis il y a eu un avertissement pour lui le soir même chez les directeurs de course qui lui ont dit si ça recommence demain, tu prends un drive-through. Et en course, malheureusement, il a le 5e virage, je crois. Il touche un tout petit peu la voiture d'Interopol, mais vraiment de ça. Hein. Et ça fait un tête à queue pour la voiture en face. Donc il ressort quand même de l'incident 2 ou 3. Et puis, je me doutais qu'il allait avoir une pénalité ou quelque chose comme ça, mais je m'attendais pas à avoir un stop and go d'1 minute. Donc ça nous a tué notre course. Énorme. Voilà, 1 minute, alors qu'on nous avait dit qu'il y aurait un drive-through. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit c'est pas possible, on vient de se faire voler. 1 minute pour un si faible incident, on est où? Et donc là, je dis la course elle est morte, hein. J'ai des dégâts, on a 1 minute de stop and go, je suis à plus d'un tour. Ça sert à rien quoi. Et donc je me suis dit il y a rien à perdre, autant rouler le mieux possible. Et j'ai fait une de mes meilleures courses en termes de rythme, etc. Et puis au final, donc ça m'a permis de pouvoir faire une belle course, une belle remontée, de découvrir des facettes de moi-même dans le pilotage que je soupçonnais pas encore. Ça m'a aussi énormément aidé pour des tests d'après-saison que j'ai fait contre des gros pilotes, hein, parce qu'il y avait Thomas Laurent, Julien Falquero, des pilotes qui sortaient de la F4 espagnole. Et j'avais été le plus rapide de tous, de cette journée-là, et c'était pour savoir qui allait rouler potentiellement l'année d'après avec un bronze qui était dans l'équipe. Et donc j'avais réussi le test et puis au final il a décidé de passer en LMP2 donc j'ai pas pu rouler avec lui, donc je suis quand même passé en ELMS l'année suivante en 2022 et arrivé en février, peut-être 2-3 semaines après avoir signé, donc à ce moment-là j'avais 19 ans. J'étais en train de monter en puissance, etc. J'étais dans vraiment le bon timing pour devenir pilote pro. J'étais sûrement dans les prospects qui allaient être regardés dans cette année à venir. Et puis 3 semaines plus tard, il y a un truc qui me concerne absolument pas, donc la guerre en Ukraine avec la Russie. Et le problème, c'est qu'il y avait des voitures G-Drive dans le championnat qui ont décidé, vu que je pense qu'il y avait aussi des histoires Gazprom, etc. proches du gouvernement. Ça devait être compliqué pour eux de signer un papier pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la guerre ou quoi que ce soit s'ils étaient proches du gouvernement. Et puis, tout simplement, ils devaient remanier le championnat, sauf qu'ils ont décidé de faire passer ces voitures dans une autre équipe. Et en fait, ils ont tout simplement oublié ma voiture. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais... il y avait 42 ou 44 places. On était inscrits. Si on regarde sur d'ailleurs Instagram, je suis toujours dans le post qui a été annoncé. Je crois peut-être le 2 février ou 4 février, quelque chose comme ça, 2022. Et ils l'ont toujours pas retiré. Comme quoi, j'avais signé, etc. avec un pilote bronze et que je roulais au moins avec Alexander Matchoul à l'époque et un potentiel autre silver que j'allais pouvoir sélectionner avec l'équipe. Ou donner mon avis pour la saison à venir. Et je savais qu'avec Matchoul,
on pouvait gagner le championnat de LMS. La preuve que je dis pas n'importe quoi, c'est qu'ils gagnent le championnat de Le Mans Cup avec Tom Billiman cette même année, vu qu'on roule pas ensemble. Et simplement, on m'a proposé de faire de la Le Mans Cup une deuxième fois, sauf que je souhaitais pas. Je voulais vraiment faire le LMS pour potentiellement après passer en LMP2 directement. Et ça a été un énorme coup d'arrêt parce que on me dit tu vas pas pouvoir rouler cette année. Ouais. Et j'ai fini par être pilote réserviste en LMP2 chez Virage, donc dans la même équipe. Mais c'était pas du tout dans les plans. Je devais rouler cette année-là. J'étais vraiment sur la pente ascendante et j'étais dans les temps pour faire ce que je voulais. Et d'un coup, un énorme coup d'arrêt pour quelque chose qui ne me concerne absolument pas. Et j'ai sûrement fait le mauvais choix de pas vouloir rouler en Le Mans Cup avec Alexander Matchoul alors qu'on aurait pu peut-être gagner le titre ensemble. Et là a été, je pense, mon erreur. Donc 2023, j'avais pas de volant au début de la saison. Je devais peut-être rouler en LMP2 ou en LMP3 et ça s'est pas fait. Et donc j'avais pas de volant de début de saison. La manche d'Imola, je crois, est annulée. Donc la deuxième manche était au Mans et je trouve un volant un mois avant chez M Racing une nouvelle fois, donc avec Yvan Muller qui avait besoin d'un pilote et qui m'a contacté pour rouler avec un ancien coéquipier que j'avais eu, donc Miguel Cristovao. Donc pour ma deuxième Road to Le Mans. Ce qui était bien, c'est que j'étais le seul de l'équipe à avoir une expérience déjà à la Road to Le Mans. Donc on me posait des questions, etc. Et l'avantage dans ce genre de moment, c'est qu'on peut décider du nombre d'informations qu'on peut donner aux autres et les faire un peu progresser à la vitesse où on veut. Donc j'ai un peu joué avec ça, ce qui m'a un peu mis à mon avantage dans ce meeting-là. Et malgré une qualif où j'ai eu j'avais 2 tours clairs et sur ces 2 tours, je sais plus si c'est pas la même voiture qui me bloque 2 fois au même virage, donc dans les Porsche, et me tue mes 2 tours, donc je fais je crois 15 ou 16, donc j'étais ultra déçu parce que je pouvais au moins faire un top 8 et ça nous aurait fait partir beaucoup plus devant. Et donc mon coéquipier première course me la ramène, je crois 2 places de mieux, on fait 12 ou 8, et puis la deuxième par contre il me la rend 11 ou 12 et on fait 4e, et j'avais fait une superbe remontée. J'avais donné vraiment tout ce que j'avais, etc. Et avec des pénalités des voitures de devant, on a récupéré 2 places après la course. Et j'étais au pied du podium, ce qui était un rêve pour moi. Et je sentais qu'il y avait un peu un goût d'inachevé et que je voulais pas en finir là avec cette course. Donc j'ai continué le championnat avec eux en faisant le Castellet puis Aragon. Et les 2 courses, tout simplement, le Castellet, on doit abandonner parce que Miguel Cristovao, qui avait aussi d'autres obligations avec Interopol, parce qu'il était en ELMS, se crache dans la voiture de devant au départ, donc ça donne des dommages à la voiture. Et puis après être monté dedans, on a vu que la voiture était trop endommagée, on a abandonné. Et à la dernière course que je fais avec eux, à Aragon, la voiture prend feu, simplement, au bout de peut-être 20 minutes alors qu'on était 7e et avec un nouveau coéquipier, Wincreed. Et puis j'ai décidé d'arrêter les frais et de pas faire la course de Portimao parce que j'avais entendu dire que il y avait eu Spa entre temps, et Spa on était 3e. Mon coéquipier la crache dans la voiture de devant pour aucune raison en course alors qu'on était bien et qu'on jouait le podium. Et simplement il avait eu une pénalité d'après-course pour la course suivante où c'était vraiment on démarre des stands ou un truc comme ça, ou un stop and go, enfin vraiment un truc assez violent. Donc j'ai dit on arrête les frais, il n'y a aucune raison en fait de faire la course alors qu'on a une pénalité qui va nous tuer la course avant même qu'on ait débuté. Et en fait ça n'a pas de sens pour moi de la faire parce que je jouais pas le championnat du tout. On était assez loin, même si il y avait 2 bons résultats, enfin un bon résultat surtout à la Road to Le Mans. Et voilà quoi, donc la saison s'est terminée prématurément et puis j'étais fixé déjà pour l'année d'après. En 2024, du coup, tu roules en Endurance Prototype Cup, donc en LMP3. Tu gagnes ton premier titre pilote et constructeur avec Team Virage. Ça fait quoi de enfin gagner un titre après autant d'années ? C'était beau parce que j'arrive en cours de saison, parce que je manque la première manche. On m'appelle pour remplacer quelqu'un, pas un peu en sauveur, mais voilà, j'avais l'expérience de la LMP3, ils avaient besoin de quelqu'un qui était dispo pour rouler tout simplement parce que j'avais pas de baquet cette saison-là.
Et première course, on gagne avec un tour et demi d'avance je fais la pole. Face à des gros pilotes contre qui j'étais aussi cette année, des Pierre-Alexandre Provost, etc. Pedro Perino. Aussi. Ouais, c'est super bien passé. On gagne la deuxième course aussi à Hockenheim. On démarre, je crois, 20 ou 22e et on gagne. Alors que la veille, on n'avait même plus de moteur parce que notre moteur était mort. Donc, on avait besoin d'un nouveau moteur. Je crois qu'ils sont allés chercher l'équipe un moteur chez DKR. Et ils ont dû faire la moitié de la route, une connerie comme ça, pour se rejoindre. Ils ont fait 2h30 ou 3 heures de route chacun pour se rejoindre, prendre le moteur et revenir et le monter pendant la nuit. Et puis au final, les mécanos avaient fait un super boulot, on a réussi à gagner la course le lendemain. Et puis on a eu ensuite le Mugello, on fait 3e. Où c'était une pluie vraiment torrentielle et on arrive quand même à obtenir quelque chose ce jour-là. Et puis on fait 3e aussi à Manicourt, plus torrentiel aussi, où là vraiment c'était même beaucoup trop dangereux pour rouler et on a optimisé au maximum ce qu'on pouvait faire avec un problème qu'on a eu à la pompe qui nous a fait perdre plus d'1 minute, donc probablement une victoire aussi. Et puis la dernière course, là c'était encore plus compliqué parce que on se fait cogner par la voiture sœur contre qui on jouait le championnat. Tout simplement, il y avait déjà beaucoup de friction en interne parce qu'on savait, depuis la course d'avant, que ça allait jouer entre nous deux probablement et peut-être l'Inter-Europol aussi, et qu'il fallait pas se mettre des bâtons dans les roues, qu'il fallait pas se faire la guerre de manière déloyale, etc. Et que là, c'était en train de se passer, donc ça commençait à chauffer un peu. Et mon coéquipier fait une grosse erreur où il cogne, et on pensait que c'était la fin du championnat, il cogne une autre voiture, je crois qu'on prend même pas de pénalité d'ailleurs là-dessus, et il détruit vraiment tout l'avant, donc il rentre, et je rentre dans la voiture, donc pneu pluie, ça sèche, tout le monde est en sec, et puis en fait moi je dois survivre alors que j'ai des pneus qui sont en train de mourir complètement et donc je dois rentrer au stand et je sentais que j'avais des problèmes de frein, surtout à l'avant gauche, et en fait c'était un bout de carbone qui était resté dans le système de frein suite au crash juste avant, et tout simplement ça m'a empêché de rouler correctement, mais j'ai quand même réussi à bloquer, donc Pedro Perino aussi qui n'a pas manqué de le souligner à la fin de la course, ça m'avait fait marrer. Il a même reposté sur Insta quelques mois plus tard, j'ai vu. On gagne contre eux, on gagne contre l'autre équipe aussi, la voiture sœur, même en finissant 5 ou 6e de la course, et en ayant bloqué le plus possible, même avec un bon rythme. À la fin, en fait, c'était devenu tellement compliqué avec la surchauffe des freins que j'en pouvais plus, quoi. J'ai essayé d'aller le plus vite possible à la fin et on gagne. Cette année, du coup, tu roules une nouvelle fois en Le Mans Cup. Tu commences la saison avec Team Virage encore aux côtés de Théo Mikouri. Comment s'est passée l'entente entre vous deux ? Avec Théo, exceptionnel. Exceptionnel, ça a été une superbe découverte. Je le connaissais un peu de l'année d'avant déjà, parce qu'on avait roulé énormément en simu tous les deux. Je savais qu'il roulait chez Virage déjà en 2024. Et que c'était un pilote qui roulait plutôt pas mal. Ouais. Et puis quand on m'a proposé lui ou une autre personne, j'ai dit directement lui parce que je savais de quoi il était capable. Et l'équipe était d'accord, etc. Donc on est parti avec ça. Et puis dès le début du premier meeting, on a vu que c'était le bon choix parce qu'il était extrêmement rapide. Il a beau être jeune, il apprend très vite, il est très très vite proche de la limite, etc. Donc c'était vraiment un très très gros pilote que j'ai pu avoir comme coéquipier cette année. Malheureusement, ça s'est arrêté après Le Mans, où on fait podium quand même, on fait 3e. Donc ce goût d'inachevé que j'avais eu 2 ans auparavant, donc c'était enfin réalisé de faire un podium. C'était gâché par la performance que j'avais fait en course 2, mais le fait qu'on ait fait podium course 1 me soulage quand même, parce que ça me permet de vivre un rêve, de monter sur le podium. Il y avait, je ne sais plus combien il y avait de personnes dans les gradins, mais c'était le matin des 24 heures du Mans. Donc il y avait quasiment une larme sur le podium, malgré le fait que j'étais triste de ce que j'avais fait. Et tout simplement, c'était un rêve de gosse. Je voulais te demander, du coup, t'expliquer pourquoi tu as dû changer d'équipe, pourquoi tu n'as pas fait Spa, pourquoi tu es passé du coup de Team Virage à Breton. C'est une décision de l'équipe pendant l'été. Je peux pas expliquer exactement les détails, mais
Voilà, ils ont décidé de me remplacer. Voilà, j'ai envie d'expliquer les détails, mais je peux pas exactement. Pas pour des raisons vraiment sportives, pas pour des réelles raisons de résultats ou des demandes de mon coéquipier, parce que j'ai discuté avec eux après pendant des mois, parce que je suis resté extrêmement proche de l'équipe et même de Théo et de ses parents. C'est vraiment voilà, une décision en interne que je n'ai pas prise non plus, puisque j'étais pas d'accord avec ça, je voulais rester. J'en ai discuté du coup avec voilà, Théo, ses parents, etc., qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait en interne et qui n'étaient pas d'accord avec mon départ. Ils souhaitaient que je reste tout simplement parce qu'ils savaient l'entente qu'on avait avec Théo et que ça marchait bien. On commençait à progresser, on était d'accord avec ce qu'il fallait faire avec la voiture, etc. Donc c'était pour moi un été extrêmement compliqué, que ce soit côté personnel, même voilà, sportif. Et voilà, à avaler cette pilule, c'était compliqué. La manière dont je me suis fait remplacer aussi, et le fait que bah, voilà, je n'ai pas pu rebondir directement pour la course d'après parce que c'était trop juste en termes de timing pour négocier avec une autre équipe. Et au final, bah, j'ai quand même réussi à rebondir pour Silverstone et Portimao chez Bretonne. Et voilà, tout simplement, bon, Silverstone s'est mal passé parce que on avait pas mal de soucis avec bah, déjà rien que la direction qui m'est restée dans les mains. On avait des problèmes avec la voiture, la balance, la voiture était extrêmement lourde, on avait des problèmes de pression en qualif, donc le rythme était absolument pas là. Et en course, mon coéquipier la met dans le mur en sortant des stands, donc ça n'a pas arrangé les choses. Puis Portimao, on avait un meilleur rythme. Et puis au final, voilà, on fait 8e en partant 16, avec un nouveau coéquipier encore une fois. Et voilà, c'était un week-end compliqué, mais voilà, pour finir la saison, au moins finir dans les points, c'est positif parce que ça me permet de garder la 9e place au championnat, même si sur les réseaux, etc., je ne suis pas affiché comme finissant 9e. Mais je crois que je finis à peut-être 2-3 points de la 8e place. Donc après le meeting de Spa, j'étais, je crois, 9e. Et je suis resté 9e malgré le fait voilà, que je ne marque pas de points à Silverstone et que j'en marque très peu à Portimao. Donc j'étais content au moins de finir dans le top 10. Et voilà, de pouvoir au moins voilà, rester dans le top 10, c'est ce qu'on avait fait depuis le début de la saison avec Théo, quoi. Ouais. On va refaire un retour à Silverstone. On m'a dit que pendant cette course, tu as eu un petit souci de transport, que tu as dû demander à une inconnue de vous ramener avec Vincent à l'hôtel. Tu peux un peu expliquer ou pas? Tu veux dire Portimao? Non. Ah non, Silverstone. Ah non, c'est vrai. Ah, j'avais oublié cette histoire. Alors c'est pas moi qui a fait la demande parce que j'aurais jamais fait ça, oui, mais c'est Vincent qui a demandé à quelqu'un, je crois qu'il travaillait sur le circuit, parce qu'il faisait vraiment froid. Hein. C'est-à-dire qu'on était encore en été, mais vraiment ça caillait, quoi. Donc on commençait à vraiment attraper la crève et je sais pas, il a eu une idée de demander parce qu'on n'en pouvait plus, il n'y avait pas de taxi ni rien, juste pour faire 8 ou 10 minutes de route, hein, c'était vraiment que dalle. Et de base, je devais avoir l'équipe qui me ramenait parce que je j'avais pas de voiture, j'avais pas le droit de conduire en Angleterre. Et tout simplement, bah, il a demandé à quelqu'un qui était là, et je crois qu'il lui a proposé de payer voilà, une partie sur l'essence ou son essence en échange, et puis voilà quoi. Elle nous a ramenés, on a discuté, c'était sympa, et puis voilà. Puis apparemment, donc t'as ton permis automatique. Ouais. T'aimes pas conduire? Non, je déteste ça. Bah déjà, j'habite Paris, donc en soi, ça se comprend. Aimer conduire et habiter Paris, faut être sado, quoi. Donc c'est pas normal. Je prends les transports tout le temps, donc j'utilise jamais. Et puis en fait, le problème, c'est que c'est les fonds que j'ai pour les roulages, si je prends des locations, qui sont aussi des fonds du coup récupérés par mon père. Et mon père du coup ne veut pas que j'utilise de voiture de location parce qu'en plus je crois que je dois payer un supplément parce que je suis encore jeune permis. Parce que oui, j'ai 23 ans mais je suis encore jeune permis, je l'ai passé quand j'en avais 21, 22 parce que je l'ai eu quand je venais d'avoir 22. Et donc je suis encore jeune permis. Et on doit payer un supplément normalement, je sais plus de combien en fonction des entreprises, voilà, qui est assez énorme. Donc il veut pas que je le fasse. Et en Angleterre, il m'a interdit, même si on m'a proposé de rouler avec une voiture de quelqu'un de l'équipe, il m'a interdit de rouler avec une voiture qui déjà n'était pas du bon côté par rapport à celle d'Angleterre. En Angleterre, alors que c'était la première fois que j'allais rouler depuis que voilà, j'avais le permis.
Donc c'est pas en fait juste une flemme ou autre, c'est vraiment en termes de logistique, je suis pas autorisé à le faire, quoi. Et du coup, toutes les catégories que tu as faites, t'étais pas obligé d'avoir ton permis classique Non, c'est à partir de 21 ans révolus où on doit avoir son permis, ce que je trouve honnêtement ridicule parce qu'il n'y a pas de lien entre conduite dans les championnats européens et un permis de conduire. Mais je pense que c'est pour des raisons d'assurance et aussi pour ceux qui ont potentiellement un crash pendant l'année et il faut peut-être justifier autre, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est plus pour cette raison-là. Mais je crois pas que dans les autres pays ça soit comme ça. En plus de la course auto réelle, tu fais du sim racing. T'as commencé comment ? J'ai commencé quand j'avais donc 5 ans, donc après ce premier test en karting, c'est pas moi qui avais roulé, mais dans le karting biplace avec mon père, qui a commencé à m'apprendre comment on roulait, les trajectoires, mais en fait c'était vraiment du basique parce que lui quand on roule aujourd'hui il doit être à 12 secondes de mes chronos, quelque chose comme ça, donc il est pas vite du tout, mais il a pu m'apprendre les bases. Et j'ai pu me forger derrière une expérience, que ce soit sur des jeux comme Air Factor 1, c'était quoi à l'époque Race 07, vraiment des jeux très 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 vieux, même des Grands Prix 3, 4, donc pour les connaisseurs, je crois que j'étais même pas né quand ça venait de sortir. Mais c'était les jeux qu'on avait à l'époque et avec un Logitech G25, G27, si j'ai pas de bêtises aussi. Donc c'était vraiment du bas de gamme, mais c'était ce qu'on avait quand on commençait. Et je roulais pour le plaisir pendant des heures et des heures. C'est pour ça que j'ai fini avec des lunettes d'ailleurs. Le faites pas quand vous êtes gosse et que vous êtes en pleine croissance. Mais à coup de 5 heures, 6 heures par jour, ça aidait pas, quoi. Donc ouais, quand même. voilà. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir de plus en plus bon au simulateur malgré mon jeune âge. Et puis au début, j'ai voulu commencer à faire des compétitions, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc je continuais à rouler dans mon coin, des fois avec des amis, etc. Des fois, ils m'appelaient même pour que je finisse leur jeu parce que ils y arrivaient pas eux-mêmes. Et puis au final, j'ai fait ma première réelle compète en 2020, fin 2021, début 2022, avec Alpine, où je remplaçais Fernando Alonso. Et je crois qu'on jouait du coup le podium et puis pendant la nuit le moteur casse et j'avais quand même coéquipier Victor Martins et on était les deux pilotes réels de la voiture parce qu'il fallait deux réels de pilotes e-sport. Et puis on a rempilé pour la saison suivante où j'étais le seul et unique pilote officiel sur toute la saison en tout cas, incluant Le Mans. Et cette fois-ci on fait 4e au Mans et peut-être 6e du championnat ou quelque chose comme ça. Et ça m'a permis déjà d'avoir un premier salaire. Parce que c'est le seul salaire jusqu'ici que j'ai pu avoir, c'est dans le sport, e-sport. Ça m'a permis de travailler avec une marque, donc avec Alpine, de me rapprocher un peu du monde de l'endurance et aussi du monde du sport auto en général, mais d'une autre manière, parce qu'il y avait quand même Max Verstappen qui sur les 2 éditions roulait. Il y avait du Tom Dillman, il y avait Franco Colapinto d'ailleurs qui roulait. Il y avait qui d'autre, il y avait quand même pas mal de gens. Il y avait Alex Palou. Il y avait énormément de monde et de gros pilotes. Montoya, Barrichello. Il y en avait plein. Franchement, si je les cite, rien que des pilotes de F1, il y en avait beaucoup. Donc voilà. Et puis ça me permet, comme j'ai dit, de travailler avec une marque française, Alpine, qui sont mes couleurs d'ailleurs préférées, bleu, blanc, rouge, et que je porte sur le casque. Et c'était pas un rêve entre guillemets concrétisé, mais c'était un peu un rêve de me rapprocher de cette manière-là de mon objectif. C'était un premier pas vers ça, et c'est quelque chose que j'apprécie, que je continue aujourd'hui, que je vais encore faire aujourd'hui avec 8 heures de course avec un streamer que tu connais, Vince Cosa. Et voilà. En parlant de vide, il nous a dit que t'aimais pas perdre, qu'apparemment au Mondial de Auto 2024, tu revenais régulièrement sur les simus de Sim Drivers pour battre son temps, qu'apparemment tu l'avais pas battu. Régulièrement ? Ouais, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Si régulièrement, c'est 3-4 tours, alors qu'il a eu tout l'event pour faire ses tours, je crois pas. Mais il m'a dit que tu l'avais pas battu. Non, ce qui est sûr, c'est que forcément, comme tout compétiteur, j'aime pas perdre.
mais j'aime pas perdre un niveau au-dessus. C'est-à-dire que dans la rue, avec des gens, c'est moi qui dois arriver au poteau en premier, quoi. On en est là. Ou dans les escaliers, c'est moi qui descends le plus vite, c'est moi qui arrive en premier en bas. Enfin, c'est ce genre de conneries. Donc, c'est ce level de compétition. Et si j'y arrive pas, je suis énervé, mais je suis pas énervé contre les autres, je suis énervé contre moi-même. Et c'est là la différence avec des mauvais joueurs, mauvais perdants. C'est que je m'énerve contre moi-même, je le prends vraiment au sérieux des fois. Je suis énervé premier degré et je m'en veux. Et je fais vraiment une rétrospective de ce que je viens de faire, de pourquoi ça a raté, là où j'aurais pu faire mieux. Et je me remets en question, quoi. Mais c'est vraiment à chaque fois, j'essaie d'apprendre de toutes les situations alors qu'elles n'ont aucun sens. C'est vraiment. Je te vois bien arriver en bas d'escalier faire. Vraiment, dans les escaliers, j'ai fait ça tout à l'heure. Je ne vais pas mentir, je l'ai fait dans le métro. Voilà. Je suis obligé de sortir en premier du métro, d'arriver en premier aux marches, d'arriver premier en haut ou de descendre en premier en bas, quoi. Donc c'est tout le temps un peu, de vouloir être premier tout le temps, quoi. Merci Sacha, on a posé toutes nos questions, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut, merci beaucoup. De rien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On se retrouve au prochain épisode. Et bonne chance pour cet après-midi. Merci beaucoup.